Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs où nous continuons ici les règles. Nous arrivons à la fin des règles. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on gagne, comment est-ce qu'on perd, ou comment est-ce que ça termine par un match nul. Les matchs nuls sont fréquents aux échecs, malheureusement, mais voilà, ils sont fréquents. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on gagne? On gagne en faisant ce qu'on appelle un mat ou échec et mat. Prenons par exemple ici cette position. Le roi est ici, je mets ma tour là, et de fait, au prochain mouvement, je pourrais capturer le roi, donc le roi est en échec. Et la règle dit, dans ce cas, on ne peut pas rester comme ça. Le roi ne doit pas être en échec. Mais, problème, bon, supposons qu'il n'y a pas d'autres pièces, on ne peut pas capturer les tours. On peut rien mettre devant, on n'a pas d'autres pièces. Et le roi ne peut aller nulle part. S'il va là, il est toujours menacé par la tour. Toujours en échec. Il va là, toujours en échec. S'il va là, il est toujours en échec. Et donc le roi ne peut plus bouger. Il est en échec et il ne peut pas y échapper. On dit qu'il est échec et mat, ou mat tout court. Et donc, le roi noir a perdu. Ou blanc, évidemment, si c'est dans l'autre sens. C'est donc de cette manière que l'on gagne aux échecs. Nous verrons les positions de mat plus en détail plus tard. Une autre situation particulière est celle-ci. La tour ici ne menace pas le roi. Il n'est pas en échec. Mais on voit que la tour ici bloque toute la colonne et la tour ici bloque toute la rangée. Et le roi, qui n'a pas d'autre pièce, ne peut bouger que le roi. C'est à lui à jouer. Il peut pas aller là, il sera en échec. Il peut pas aller là, il peut pas aller là. Il sera en échec avec là ou même les deux. On parle d'absence de mouvement possible. Aucun mouvement n'est possible. On parle de patte. Donc à ne pas confondre avec le mat. Le patte veut dire qu'on ne sait plus jouer. J'ai dit qu'on jouait chacun son tour. J'ai oublié de le préciser. On ne peut pas passer son tour. Blanc joue, noir ne peut pas dire « je passe ». Non, aux échecs, on joue. On doit jouer son coup. Et donc ici, il ne peut pas jouer, il est coincé. Et dans ce cas-là, on considère qu'il y a match nul. Ce n'est pas une victoire, parce que les noirs ne savent plus bouger, mais le roi n'est pas en échec. Et donc, il y a patte qui est identique à un match nul. Le patte n'est pas très fréquent. Mais en finale, quand il n'y a presque plus de pièces, il peut parfois se produire. Ça peut être un moyen de défense, quand on est foutu. Et on peut essayer de forcer le patte, si on y arrive. Ou un adversaire distrait qui met l'adversaire patte sans faire exprès. Ça peut arriver. Donc, le patte, pas extrêmement important, mais pas négligeable. Alors, quelles sont les conditions de nul? Les nuls se produisent par manque de matériel. Un roi noir, un roi blanc. Je n'ai pas mis toutes les pièces tout à l'heure, mais il y a toujours au moins les rois, puisqu'ils ne sont jamais capturés. Supposons qu'il ne reste que ça. Aucune autre pièce. Et les rois ne peuvent pas se mettre en échec eux-mêmes. On l'a vu. Les rois sont jamais l'un contre l'autre. Et donc, impossible de faire un mat. D'ailleurs, impossible de faire un pat aussi. Les rois pourraient se balader indéfiniment sur l'échiquier, sans jamais arriver à terminer la partie. Mouvement, 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 etc., etc., etc. On parle de nul par insuffisance de matériel.
ni les blancs, ni les noirs n'ont ce qu'il faut pour faire un mat. Et donc, la partie est nulle. Il y a d'autres cas avec quelques pièces. Il n'y a pas beaucoup de cas il faut vraiment plus qu'il y ait beaucoup de pièces, hein, pour vous le dire, sauf exception, s'il y a encore deux cavaliers, et que deux cavaliers, ou un seul cavalier, ou un seul fou, même de part et d'autre, la plupart du temps, sauf quelques exceptions, la plupart du temps c'est nul. Donc ça c'est nul par insuffisance de matériel. Ensuite, il y a la nulle par répétition. Supposons qu'on a nos pièces et plein d'autres pièces éventuellement sur l'échiquier. Il y a plein de pièces. Et pour des raisons techniques, blanc, par exemple, il a une tour ici, lui a une dame ici, peut-être encore d'autres pièces. Pour une raison pratique, blanc n'a pas le choix. Il est obligé de jouer ce coup-là. Et noir, sinon il est foutu. Et pour une raison identique, noir ne peut jouer que ce coup-là. Et au coup suivant, attends, il n'a pas le choix, il est obligé de revenir à sa position. Et ainsi de suite. Répétition, on recommence indéfiniment. Si la même position apparaît 3 fois, et d'ailleurs pas nécessairement successivement, ça peut être avec quelques autres coups intermédiaires, mais si la même position se répète 3 fois, alors il y a nul. Il faut parfois être attentif. Il arrive parfois, on va parler du temps, qu'on manque de temps, et alors qu'on joue un coup d'attente pour essayer de gagner du temps. Et mais en faisant ça, on peut prendre le risque aussi de provoquer des répétitions de position. Il faut donc être prudent, il faut aussi être attentif, et remarquer que la même position a été répétée 3 fois. Dans ce cas-là, c'est la nulle. Une autre règle dit que il y a nul si on a fait 50 mouvements, 50 coups, donc 50 coups de part et d'autre, sans capturer de pièces et sans mouvement de pion, et donc sans promotion. Donc, il peut éventuellement y avoir des pions, mais il y a eu 50 coups, et les seules pièces qui ont bougé, sans capture, c'est les rois, les dames, les tours, les fous et les cavaliers, et pas les pions. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a nul. Ceci, c'est pour éviter aussi des parties interminables qui n'arrivent pas à se terminer. C'est une règle qui n'est pas si ancienne, d'ailleurs. Et il y a une exception, c'est si on peut démontrer, un des deux joueurs, peut démontrer que pour arriver à faire le mat, il a besoin absolument de plus de 50 coups de ce type, sans capture, sans mouvement de pion. Ces positions sont exceptionnelles. On en rencontre en théorie des finales ou dans certains échecs artistiques où on a des positions à peu près particulières, construites exprès. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et quand ça arrive, il faut encore pouvoir démontrer qu'on a réellement besoin de plus de 50 coups. C'est quand même énorme, à 50 coups. Donc voilà, ça, ce sont les règles de nul. Alors, il y a encore un cas particulier, ce sont les conventions entre joueurs. On peut dire, à un moment donné, c'est nul. Parce qu'on arrive à une position où on voit que, bon an, mal an, les deux positions sont identiques. Et il n'y a plus rien de sérieux qui s'ouvre pour réellement attaquer ou arriver à un mat. Et les coups sont trop simples, vu la force des joueurs, éventuellement, pour envisager une gaffe, une grosse erreur de l'adversaire. Dans ce cas-là, on peut dire, serrer la main et dire match nul, match nul. C'est assez fréquent. Surtout avec de forts joueurs. Un amateur, lui, peut commettre des gaffes. Les forts joueurs n'en commettent que très rarement. Et donc là, il est fréquent de dire, en tout cas entre maîtres, comme on dit, ou grands maîtres, de dire nul, nul. Donc, un joueur propose la nulle, l'autre n'est pas obligé d'accepter. Il n'est pas rare aussi que l'autre refuse, en disant j'ai peut-être encore un peu mes chances. Mais souvent c'est nul, et l'autre dit ok, nul, on se serre la main et c'est fini.
L'autre possibilité, fréquente, c'est de voir qu'on est foutu de chez foutu. Quoi qu'il arrive, on va être mi-mat. L'adversaire fait une attaque épouvantable, il a bouffé la moitié de nos pièces, le roi est exposé, il va se faire mater, c'est évident. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On couche au roi, pour dire, j'abandonne. On se serre la main, et c'est terminé. Il est très rare d'aller jusqu'au mat dans les parties, sauf peut-être en amateur. Mais en tout cas, en club, ou plus élevé encore, des combats entre maîtres ou grands maîtres, ou champions du monde, il est exceptionnel d'avoir un mat. Parce que, on le voit, on voit qu'on va être mi-mat. On le sait, on s'en rend compte et on se rend compte qu'on ne peut pas y échapper. Et dans ce cas-là, c'est simplement une question, on va dire presque d'élégance, de gentleman. On ne force pas l'autre à perdre son temps à aller jusqu'au bout du mat. C'est foutu, c'est foutu. On se rend, on rend les armes. C'est une règle de savoir-vivre. Évidemment, si vous êtes un amateur, vous ne jouez pas très bien. Mais votre adversaire non plus. Il n'est pas très bon. Il joue parfois n'importe quoi. Et vous vous rendez compte à un moment donné que, oh merde, il a un coup avec le mat. Il joue ce coup-là, puis ce coup-là, et je suis mort. 2 coups, et je suis mort. On peut arriver à le voir, même quand on est amateur, ou vraiment débutant. Dans ce cas-là, si votre adversaire est comme vous, en face, ne le dites pas. Ne dites pas, j'abandonne. Il est nul, il a toutes les chances de ne pas remarquer le mat et de jouer à un coup qui ne convient pas. Et vous échappez à la catastrophe. Mais, bon, ça c'est vraiment entre amateurs. Hein. Parfois aussi, entre amateurs, on a plaisir d'aller jusqu'au mat. Dernier aspect concernant, avant-dernier aspect concernant les règles, c'est le temps. Les parties sont limitées, parce qu'on peut rester devant une position, réfléchir, à dire quel coup est-ce que je vais jouer, et réfléchir dans sa tête. Je peux bouger un tour, puis l'autre il va jouer son fou, je vais jouer ça, et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre même beaucoup de temps. Et quand on a l'habitude de réfléchir aux échecs, avec tous les mouvements possibles dans sa tête, on peut être amené à réfléchir à une durée interminable. Et une partie ne peut pas durer indéfiniment. Il faut bien à un moment donné que ça s'arrête. Et donc, on utilise des règles basées sur le temps. À nouveau, entre amateurs, c'est rarement utilisé. Par contre, en club ou dans les tournois, c'est une obligation. Alors, j'ai une horloge, excusez-moi, j'ai oublié de la préparer. Il faut que je retrouve où je l'ai mise. Je ne retrouve pas mon horloge. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas grave. Alors, les horloges, c'est un appareil, un boîtier, avec, en fait, c'est en fait un boîtier avec, en fait, 2 horloges, 2 cadrans. Et il y a un cadran pour les blancs et un cadran pour les noirs. Et un des deux tourne pendant que l'autre est à l'arrêt. Quand on joue un coup, on appuie sur un bouton et c'est l'autre horloge qui se met à tourner. L'autre réfléchit, joue son coup, appuie sur le bouton. Et c'est à nouveau sa propre horloge qui se met à tourner. Cela permet ainsi de compter le temps que met en tout chaque joueur. Alors il peut y avoir de nombreuses variantes sur les règles sur le temps, mais grosso modo, les règles qui sont appliquées, c'est surtout celles-ci. Il y a les parties rapides, qu'on appelle des blitz. Dans ce cas-là, chaque joueur a un quart d'heure, 10 minutes, ou bien 5 minutes même, pour jouer tous ses coups. Pas un coup, mais tous les coups. C'est rapide. On a intérêt à vite jouer. La plupart de ces parties se terminent parce qu'un joueur est arrivé au bout de son temps. Arriver au bout du temps de l'horloge, ça veut dire j'ai perdu. Et donc, le blitz, c'est vraiment rapide. Personnellement, je n'aime pas le blitz.
Parce que franchement, on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut connaître la théorie et il faut vraiment aller vite. Et ça a souvent beaucoup d'intérêt au jeu. C'est mon avis. Beaucoup de joueurs aiment le blitz. L'autre cas, ce sont les parties dites normales. Dans ce cas-là, chaque joueur dispose de 2 heures, chacun. 2 heures pour jouer les 40 premiers coups. 40 coups, c'est une bonne partie, déjà. 40 coups en 2 heures. Au bout des 40 coups, on arrête les horloges et on remet les horloges en route après les avoir réglées. On remet une demi-heure pour 10 coups. 10 coups chacun. Une demi-heure chacun. Et puis encore une demi-heure pour 10 coups, une demi-heure pour 10 coups, jusqu'à ce que la partie se termine. Cela laisse largement le temps de réfléchir sans devoir traîner indéfiniment. Il peut arriver que, malgré cela, il reste encore, on a joué 30 coups, il en reste 10 à jouer, et bon, ça, il n'y a plus que 5 minutes à l'horloge. Ça peut arriver, hein. Ça porte un nom qui m'échappe dans ce cas-là. On dit qu'on est dans une situation de... et c'est une situation particulièrement désagréable, bien entendu. Mais il faut bien limiter le temps. C'est la règle, c'est la façon dont ça marche. Alors, quelques petits détails. Une règle importante aux échecs, peut-être pas toujours non plus en amateur, bien qu'en général on le respecte. C'est la règle qui dit, attention, pièce touchée, pièce jouée. Donc, je m'avance, je prends ma tour, et puis je dis, ah non, zut, c'est pas bon. Je change d'avis et je prends le roi ici. C'est interdit. J'ai touché la tour, je dois jouer la tour. Pas le choix. Pièce touchée, pièce jouée. Donc réfléchissez bien. Avant d'empoigner une pièce, réfléchissez bien au coup que vous allez jouer. Ceci aussi pour éviter on va dire presque des tricheries. Un joueur joue un coup, et puis c'est seulement après avoir changé la position des pièces sur l'échiquier qu'il se rend compte que c'est très mauvais, et il fait demi-tour. Ou pire, l'autre s'apprête à jouer, et dit non, 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 je me suis trompé, je fais marche arrière. Non, non, hein, on ne fait pas ça. Pièce touchée, pièce jouée. Et on dit, pièce lâchée, pièce jouée. Donc je prends ma tour, je la mets là, et c'est là qu'elle est, et c'est là qu'elle reste. Trop tard pour changer. Si on touche une pièce, mais qu'en fait celle-ci ne peut pas bouger, parce qu'elle est coincée, dans ce cas-là, évidemment la règle ne s'applique pas. Alors il y avait une vieille règle dans le temps qui disait que dans ce cas-là, on devait obligatoirement jouer le roi. Malheureusement, il y a eu un cas malheureux où le seul mouvement du roi donnait automatiquement un échec et mat au coup suivant. Et donc après on a laissé tomber, on a dit non. Si on touche une pièce et qu'il savait que cette pièce en fait ne peut pas bouger, ben, on n'oblige pas à bouger une pièce donnée. Voilà, il a touché la pièce, c'est évidemment accidentel, puisque de toute façon, cette pièce ne peut pas bouger. Mais si la pièce peut bouger, gare. Parce qu'alors on est obligé de la jouer. Et dernier petit détail, supposons que les pièces sont comme ça, et le roi est là. Oh bon ça, la pièce est complètement de travers. Et avant de jouer, on veut jouer la dame, on voudrait remettre le roi convenablement sur sa case. Embêtant. Parce que si on fait ça, on a touché la pièce. Alors il y a une règle qui dit, la pièce est là, et on dit j'adoube. J'adoube, ça veut dire je prends la pièce uniquement pour la remettre convenablement. C'est pas pour la jouer, c'est pour la remettre convenablement sur sa case. J'adoube. Le terme n'est pas très utilisé. Déjà, c'est pas si fréquent que ça de devoir repositionner les pièces. Et surtout qu'en plus on joue souvent sur ordinateur ou sur internet maintenant, où le problème ne se pose pas. Et bien souvent, les joueurs disent simplement la pièce de travers, je la remets convenablement. Et voilà, c'est tout. Mais évidemment, quand on joue un tournoi international avec de vrais échiquiers, et qu'on a affaire à une personne qui ne parle pas notre langue, imaginez que vous jouez contre un Slovaque,
il parle le slovaque, mais il parle pas le français. Et vous, vous ne parlez pas le slovaque. Vous ne pouvez pas lui dire, je vais remettre la pièce convenablement, il va pas le comprendre. Alors vous dites, j'adoube. Ça, il comprendra. Et enfin, il y a une règle ancienne qui n'est plus obligatoire. Supposons que je mets le roi en échec. On peut dire échec ou échec au roi. De même, quand il est mat, on peut dire mat ou échec et mat. À une époque, c'était obligatoire. On mettait le roi en échec, il fallait le dire. Mais le fait est que ça ne change rien. Puisque les règles disent que si le roi est en échec, alors on est obligé de jouer pour ne plus qu'il y ait l'échec. Donc, pas besoin de le dire. Donc, ce n'est plus obligé. Souvent, en tournoi ou dans les clubs, personne ne le dit. On met le roi en échec, on ne le dit pas. L'adversaire qui est en face est censé être suffisamment bon pour se rendre compte que son roi est en échec. Et au pire, s'il ne s'en rend pas compte et qu'il joue autre chose, l'autre joueur ou un arbitre peut toujours dire « Eh, s'il vous plaît, votre roi est en échec, vous ne pouvez pas jouer le coup que vous venez de jouer là. » Donc, on ne le dit plus. C'est plus obligatoire. Oh, souvent, on le dit quand même. Moi, je le dis souvent. Voilà. Habitude. Échec. Échec et mat. Voilà. C'est un peu l'habitude de le dire. Et de même, la nulle, on doit forcément l'annoncer et dire « Ah, nul par répétition, j'ai eu le cas une fois. J'étais dans une position catastrophique et je me suis trouvé dans une position de défense presque miraculeuse où j'ai pu mettre le roi adverse en échec avec ma reine de manière multiple, continuelle, obligeant à répéter la position. Et donc j'ai dit « Ah, nul par répétition ». Mon adversaire n'a pas été content d'aller, il a renversé l'échiquier. C'est assez rare, hein, ça. En général, les joueurs aux échecs ne sont pas caractériels. Mais bon, ça peut arriver. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, la dernière vidéo sur les règles, vous reverrez à nouveau ma tête. Hein. J'en suis désolé pour vous. Hein. Je ne suis pas une reine de beauté. Mais vous reverrez ma tête parce que nous quitterons l'échiquier de vue le temps d'une vidéo pour que je vous parle des notations des parties. Très importantes, on les rencontre partout, en particulier sur Internet ou avec les programmes d'ordinateur, des programmes d'échecs. C'est donc important de savoir lire les notations. Si on vous donne une partie, on ne va pas vous la donner avec un échiquier et des pièces qui bougent. La plupart du temps, on va vous donner la liste des coups qui ont été joués. C'est important à savoir et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.